La sensation d'être prise pour un animal exotique, qui ajoute du piquant à la vie des gens qui m'écoutent. Mais ils ne laissent pas cette tragédie venir jusqu'à eux, jusqu'au cœur. Ça les divertit simplement. Vous parlez de solitude, mais on a l'impression ici que vous en recevez beaucoup de courriers. La plupart ont un caractère injurieux. Je viens de lire une de ces lettres. Je l'ai même déchirée. Et vous n'avez pas de lettres de soutien? Si. Vous savez, c'est paradoxal. Mais même les officiers qui m'ont arrêté en Tchétchénie, ils ont sollicité mon aide quand l'excès de pouvoir de leur commandant les a touchés directement. Ils m'ont dit, on sait que vous êtes une personne juste et que vous nous comprendrez. J'ai dit oui. Malgré le fait que ce soit précisément les officiers qui m'ont conduite au poteau d'exécution. Et comment vous arrivez à tenir, à vous protéger par rapport à toutes ces choses-là, finalement? On ne peut pas se protéger. Il faut se rendre à l'évidence, on est devenu témoin de ces événements. Et il faut faire en sorte de ne pas avoir honte aux yeux de ces petits-enfants. Quand ils me demanderont « Comment as-tu pu tolérer ça? Tu étais là ?» Il faut que je puisse leur répondre quelque chose, que je me suis battue. La Russie est de loin le pays le plus grand du monde. Il s'étend sur 11 fuseaux horaires, du Pacifique à la frontière occidentale. Il y a 9000 km. Et dans cet immense espace, au sud, ce minuscule territoire, ce confetti, c'est la Tchétchénie. La Tchétchénie représente moins de 1% de la population russe. Dans ces conditions, pourquoi les Russes s'acharnent-ils à mener une guerre aussi sanglante, aussi meurtrière? Pour quelles raisons, avouées ou inavouées, la Russie s'enlise-t-elle dans un conflit interminable? La réponse avec Jean-Pierre Vaudon et Lola Koryakiv. Les Kouklis, ce sont les guignols de l'info à la mode russe. Comme en France, leurs créateurs sont de fins observateurs de la vie politique. En 99, le tsar Yeltsin fait la leçon à son dauphin Vladimir Poutine. Я думаю, что мы решим этот вопрос démocratique путем. Colère du tsar, la démocratie, quelle idée barbare. Ce n'est pas pour cela, Vladimir, qu'on te met sur le trône. Poutine retient le conseil grâce à un programme simple, rétablir l'ordre en Russie et en Tchétchénie. Cet ancien directeur du KGB est élu triomphalement président de la Russie en avril 2000. En Tchétchénie, des milliers de soldats russes piétinent. Les troupes déployées sont déjà supérieures à celles envoyées durant la guerre en Afghanistan. Le nouveau conflit trouve ses sources dans l'éclatement de l'Empire soviétique en 1991. À cette époque, l'URSS part en morceaux. De violents conflits armés opposent la Fédération de Russie aux républiques ex-soviétiques, en Arménie, en Moldavie, dans les pays baltes, en Géorgie. Yeltsin, pour prendre le pouvoir au Kremlin, finit par accepter le départ de ces républiques. Prenez autant d'indépendance que vous pouvez en avaler. À Grozny, Doudaïev, un ancien général soviétique, prend la balle au bond. Il proclame l'indépendance de la Tchétchénie. Au pouvoir, il va se conduire comme un dictateur, mais pour l'heure, c'est la liesse. Cela fait des siècles que ce peuple se bat pour son indépendance. Même si Moscou n'a pas encore la force de réagir, le Kremlin n'accepte pas pour la Tchétchénie ce qu'il a été obligé de concéder ailleurs, car ce territoire fait partie officiellement de la Fédération de Russie. Au siège du plus grand quotidien populaire de Moscou, on a la fibre nationale. Pour le directeur-rédacteur en chef comme pour ses lecteurs, l'indépendance de la Tchétchénie est inacceptable. Pensez-vous que la Tchétchénie fait partie de la Russie? Oui.
En fait, depuis toujours, toutes les terres de Tchétchénie appartenaient aux Cosaques russes. Les noms historiques des villes sont des noms russes. Cette partie du Caucase, c'est la Russie pure. En 1993, la découverte de réserves de pétrole considérables dans la mer Caspienne aggrave la situation. En effet, le seul oléoduc qui permet l'exportation de ce pétrole passe par la Tchétchénie, où se trouve une très grande raffinerie. Circonstance aggravante, des sociétés américaines intriguent avec l'Azerbaïdjan et la Géorgie pour évacuer le pétrole de la Caspienne en évitant la Russie. Il est vital pour Moscou de remettre la main sur l'oléoduc stratégique. En 3 jours, on va régler l'affaire, promettent les militaires. Le 11 décembre 1994, Yeltsin lance la grande armée russe contre la petite république indépendantiste. Ce qui devait être une formalité est le début d'un conflit sanglant. Les Tchétchènes résistent. Les Russes rasent Grozny, mais pas sa raffinerie de pétrole. Une véritable boucherie. Officiellement, 40 000 civils massacrés. Doudaïev est tué, mais aussi 12 000 soldats russes. Ultime humiliation pour l'armée, après être tombée aux mains des Russes, Grozny est reprise par les combattants tchétchènes. Fin août 1996, Kassiavourt, à la frontière entre la Tchétchénie et l'Ingouchie. Le général Liebed, héros de la guerre d'Afghanistan en costume civil, est envoyé par Yeltsin pour signer la paix avec Mashradov, chef d'état-major tchétchène. Les Russes retirent toutes leurs troupes. Mashradov est élu en 1997 président de la Tchétchénie indépendante de facto. Nous avons été obligés d'exécuter les ordres d'Eltsine. Mais à ce moment-là, tous les militaires savaient et disaient ouvertement que c'était une trahison et que l'armée avait été privée de victoire. Malgré les accords de Kassiavourt, des plans d'action ont été préparés pour entrer de nouveau dans cette république et pour rétablir les positions perdues. L'indépendance n'est pas un succès. Mashradov n'a pas les moyens de relancer l'économie du pays et des bandes armées se partagent le territoire. Elles installent dans leur fief des centaines de mini-raffineries de pétrole. Des étrangers pris en otage sont revendus des millions de dollars. Quand on ne paye pas, ils sont sauvagement exécutés. Le chef de guerre Bassaïev, devenu Premier ministre de Mashradov, s'appuie sur une minorité extrémiste pour déstabiliser le président. On est au bord de la guerre civile. Mashradov n'ose pas entamer la lutte contre les islamistes. Il finit par accepter que la charia devienne la loi fondamentale du pays. Au nom de quoi, on exécute en public des couples adultères et on détruit les bouteilles d'alcool. Un homme clé dans cette période, c'est le russe Boris Berezovsky, un homme d'affaires devenu milliardaire en dollars avec le dépeçage de l'ex-URSS. Il a assuré la réélection de Yeltsin en 1996. En contrepartie, il a été nommé au Conseil de sécurité pour s'occuper de la Tchétchénie. On l'accuse de convoiter pour son propre compte le pétrole tchétchène et d'être l'un des responsables directs de la reprise de la guerre. Il le nie, même s'il reconnaît avoir soutenu des islamistes. Je ne me suis jamais caché d'avoir financé Bassaïev. Je le finançais avec mes fonds personnels quand il était Premier ministre de la République tchétchène et moi, secrétaire adjoint du Conseil de sécurité. En 1999, Berezovsky mise sur l'ascension de Vladimir Poutine, directeur du FSB, l'ancien KGB. Mais le nouvel homme fort va lui échapper. Aujourd'hui, il affirme que Poutine a une responsabilité personnelle dans le déclenchement de la deuxième guerre de Tchétchénie.
Au printemps 99, je suis allé voir Stepachine, alors Premier ministre de la Fédération de Russie. Je lui ai dit que de sources sûres, des événements graves se préparaient dans le sud de la Russie. Stepachine m'a dit être au courant et de ne pas m'inquiéter. Je pense que les services secrets russes ont provoqué les Tchétchènes au Daghestan pour prendre leur revanche de la Première Guerre. Ce qui est sûr, c'est qu'à l'été 1999, Bassaïev et ses alliés islamistes attaquent la Russie au Daghestan. Le chef tchétchène déclare vouloir instaurer un État islamique sur tout le Nord-Caucase. Bizarrement, malgré les avertissements, la frontière n'était plus gardée par l'armée russe au moment de l'attaque. Une situation d'autant plus étrange que le Daghestan est devenu un territoire stratégique pour la Russie, avec le passage de nouveaux oléoducs qui viennent de Bakou et du Kazakhstan, en évitant désormais la Tchétchénie. Au mois de septembre 1999, une série d'attentats fait exploser des immeubles à Moscou et Volgadonsk, au sud de la capitale. Les autorités russes accusent immédiatement les Tchétchènes, sans apporter la moindre preuve. On ne retrouvera jamais les auteurs de ces attentats. Dans les sondages, une majorité de Russes en attribue la paternité à l'ex-KGB. Un ancien dissident, aujourd'hui député à la Douma, a créé une commission d'enquête indépendante, c'est Sergueï Kovalev. Les explosions des immeubles ont joué un rôle très important. Elles ont suscité l'accord de la population pour la Deuxième Guerre et Poutine est devenu le porte-drapeau de cette colère populaire. Le dauphin Yeltsin n'est pas encore président, mais il a parfaitement compris ce que l'opinion attend de lui. Il ne perd aucune occasion de peaufiner son image d'homme à poigne, et la guerre va être une occasion en or pour en faire la démonstration. Le 1er octobre 1999, c'est le déclenchement de la deuxième guerre de Tchétchénie. Cette fois, les militaires russes ont bien préparé leur coup. En un rien de temps, ils chassent les islamistes du Daghestan et l'offensive se poursuit en Tchétchénie. Toute la plaine du Nord est occupée en quelques jours. À l'arrière, à Moscou, une vague de nationalisme emporte les hommes politiques, les partis, les médias, la population. Dans une Russie malade du krach financier, les succès foudroyants de l'armée aident à oublier tout le reste. Après les retraites d'Afghanistan et de Tchétchénie, la Russie tient sa revanche. Très peu de personnes, très peu d'associations résistent à cette hystérie collective. Exception, les mères de soldats russes. Ces femmes ne sont pas antimilitaristes. Elles défendent les droits des soldats à être traités correctement dans l'armée. Elles sont présentes dans toute la Fédération de Russie. Grâce à leur réseau, les mères de soldats connaissent mieux que quiconque les agissements de l'armée. Et leur porte-parole affirme que l'offensive russe était planifiée de longue date, une conviction forgée dès juin 1999. Nos collègues de Nijni Novgorod sont allés à Rostov. Elles ont vu que l'argent qui avait été destiné à l'identification des corps, à cette époque, il faut dire qu'il y avait 1000 corps des années 95-96. Au lieu de cela, avec cet argent, on avait construit un énorme hangar où étaient alignés des frigos, comme dans une morgue. Il était alors clair que l'état-major du Caucase du Nord prévoyait une grande guerre dans la région. Et malheureusement, c'est ce qui s'est passé. En quelques mois, l'armée russe prend le contrôle du territoire. De nouveau, un bilan terrifiant. Entre 10 et 20 000 civils tchétchènes exterminés, au minimum 4 500 soldats russes tués, et la guérilla qui continue. En 9 ans, la Russie a perdu plus d'hommes en Tchétchénie qu'en Afghanistan. Mais les généraux ont retrouvé leur fierté et pour certains, c'est l'occasion de faire fortune, car la guerre offre un nouveau terrain aux pratiques mafieuses de la société russe.
Selon une journaliste des Nouvelles de Moscou qui a enquêté au péril de sa vie, le trafic du pétrole tchétchène est un bon exemple. C'est l'un des plus juteux. 150 millions de dollars par an pour les généraux et leurs acolytes. J'ai vu comment le pétrole tchétchène sort du pays. J'ai vu des convois de camions-citernes passer par les checkpoints. De très longs convois qui passent sans être arrêtés. Je vous assure qu'ils passent sans être arrêtés. Il est évident que ces convois ont un krisha, un toit, un protecteur si vous préférez. Or, les gens qui assurent cette protection en Tchétchénie ne peuvent être que des militaires, que des officiers, des généraux. Il est évident pour tous que les chefs de guerre tchétchènes, eux aussi, participent à ce business. Ils y collaborent directement avec les officiers russes. Autre trafic à grande échelle, celui du bois d'ébénisterie. Avec ses soldats bûcherons, ses sous-offres contremaîtres et ses officiers chefs d'entreprise. Le général Aslakhanov, seul député tchétchène à la Douma, est écœuré. Des forêts très anciennes, des arbres qui mettent très longtemps à pousser sont abattus sauvagement. On impose des travaux forcés à la population locale et aux soldats russes. Tout est destiné à la vente hors de Tchétchénie. On a déjà abattu du bois pour $1 milliard au moins. Non seulement les généraux se remplissent les poches, mais ils prennent du galon. L'argent leur ouvre toutes les portes, de l'administration présidentielle à la Chambre des députés et toutes les hautes sphères de l'État. Ils sont donc aussi les meilleurs propagandistes de la nouvelle grandeur russe version Poutine. Pour eux, la guerre ne sera jamais assez longue et l'état-major trouvera toujours de nouveaux prétextes pour rester en Tchétchénie. Si la Tchétchénie part, la Russie perd la possibilité d'accéder au sud du Caucase. Et on en a besoin pour le commerce. Pas seulement avec les républiques du Sud, mais aussi avec l'Iran et le Moyen-Orient. Au carrefour d'intérêts stratégiques et financiers, d'intérêts d'État et d'intérêts privés, le conflit en Tchétchénie aura bien du mal à sortir de sa logique de guerre. Прямая и обратная связь со слушателями. Вопросы гостям в нашей студии. Обсуждение важнейших тем в программе «Рикошет». Ежедневные конкурсы и игры в прямом эфире. Эхо Москвы. Активное. Суперактивное. Интерактивное радио. La situation réelle en Tchétchénie n'est pas connue des Russes. Et pour cause, il n'y a presque plus de presse indépendante dans ce pays, à l'exception de cette radio, Écho de Moscou, qui a gardé une certaine liberté de ton à l'image de son rédacteur en chef, Alexei Venediktov. Alors il n'y a presque plus de presse indépendante aujourd'hui en Russie, et quand on parle de la Tchétchénie, c'est très compliqué, très difficile. Il y a même des menaces personnelles qui s'exercent sur certains journalistes, dont vous, je crois. Oui, bien sûr, on ne peut pas dire que c'est les menaces d'État, formellement. Mais par exemple, bien sûr, il y avait des appels téléphoniques à la maison, sur le portable. On m'a menacé, mon fils qui a 2 ans. On m'a demandé de faire arrêter cette histoire avec la Tchétchénie, et je dois penser à ma famille, voilà, comme ça. Et ça se fait comme déséquilibré qui téléphone, mais il faut dire que mon téléphone personnel, mon adresse personnelle était venue à l'Internet, était publiée à l'Internet, et j'en suis sûr, ce sont les services secrets qui ont fait comme ça, parce que ce n'est pas seulement moi. Comment se fait-il, comment expliquez-vous que ce soit si compliqué, si difficile finalement de parler de la Tchétchénie? C'est parce que c'est
Ce sont les forces de sécurité, le rôle de l'armée qui sont en jeu. Qu'est-ce que donne la guerre? La guerre donne la promotion. Il y a beaucoup de généraux qui sont entrés en politique et maintenant les gouverneurs de région parce qu'ils ont fait la guerre en Tchétchénie. C'est bon pour la carrière. C'est bon pour la carrière politique, c'est bon pour la carrière militaire. Presque tout l'état-major maintenant, ce ne sont pas les gens qui font la guerre en Afghanistan il y a une quinzaine d'années. Maintenant, ce sont les promotions tchétchènes, comme on dit chez nous. Ceux qui ont fait la guerre en Tchétchénie sont aujourd'hui à l'état-major. Absolument, ce sont la génération tchétchène, comme on blague toujours, qui commence à faire la politique à l'armée, la politique apolitique, qui entre dans le Sénat, qui entre comme les gouverneurs. C'est très bien d'être héros de la guerre de Tchétchène, avec l'étoile de héros, et venir maintenant en politique et faire la carrière personnelle. L'armée a-t-elle de bonnes raisons de s'arrêter aujourd'hui? L'armée doit vaincre les séparatistes, elle doit anéantir les séparatistes, elle doit revenir victorieuse comme elle est revenue à 1945 de Berlin. Si ce n'est pas le cas, alors l'image de l'armée sera anéantie absolument de l'opinion publique. Voilà pourquoi c'est même l'image de l'armée des forces, c'est créer des forces spéciales dans cette guerre. Maintenant, dans cette guerre, ce n'est pas seulement le morceau de territoire qui doit venir à la Russie, mais c'est l'image de l'armée et c'est l'image du président Poutine qui est élu sur la question de pacification de la Tchétchénie qui doit rester dans la Russie. Служили два товарища, служили два товарища в одном и тем полке. Служили два товарища в одном и тем полке. За мной! Ce monument à la gloire des paras ne date pas de l'Union soviétique, mais de l'année dernière. Car dans la Russie de Vladimir Poutine, l'armée reste un symbole fort, une force considérable aussi. Plus d'1 million d'hommes servent encore aujourd'hui sous les drapeaux. Parmi eux, ceux qui sont engagés en Tchétchénie semblent être au-dessus des lois. C'est l'histoire du colonel Boudanov, le premier officier russe jugé pour exaction en Tchétchénie et qui n'a pas été condamné. Une histoire que nous racontent Dominique Darda, Franck Brisset et Didier Darin. Devant le tribunal militaire de Rostov, les quelques néo-nazis n'impressionnent guère le vieil avocat. Déporté à l'âge de 7 ans, comme tous les Tchétchènes au Kazakhstan, Abdullah Khamzayev en a vu d'autres. Sur le trottoir d'en face, des nostalgiques de l'Union soviétique et de la vaillante armée rouge. Le procès qui s'ouvre aujourd'hui est une première en Russie. C'est celui d'un officier, Yuri Boudanov, jugé pour le meurtre d'une jeune Tchétchène. Moi, je ne suis qu'un simple retraité. Et j'exige que non seulement on libère Boudanov, mais qu'en plus on lui remette une médaille pour avoir tué cette ordure. À les entendre, le colonel Boudanov est un bouc émissaire, jeté en pâture à ceux qui, en Occident surtout, dénoncent les exactions de l'armée russe en Tchétchénie. Le juge a hâte d'en finir. D'autant que l'accusé plaide coupable, il déclare avoir agi sous le coup de la colère. La jeune femme, dit-il, était un tireur embusqué qui, au cours des jours précédents, avait abattu une dizaine de ses soldats. Abdullah Khamzayev représente les parents de la victime. Ancien procureur, il connaît par cœur le code de procédure. Alors il va tout faire pour retarder l'heure du verdict, pour s'assurer que le procès ne soit pas un simulacre de justice. Le tribunal a décidé d'ajourner l'audience jusqu'au 20 mars prochain. En 5 jours, tout devait être réglé. C'est du moins ce que souhaitait le ministère de la Défense. Le procès va durer près de 2 ans avant que la Cour finisse par rendre son jugement. 2 ans durant lesquels l'officier ne quittera la prison que pour se rendre au tribunal. Et le tribunal que pour retourner en prison. J'ai l'impression que les militaires qui sont envoyés en Tchétchénie sont persuadés qu'ils peuvent tout faire, qu'ils peuvent tuer, violer, voler, piller, et en fait commettre toutes sortes de crimes sans être réellement inquiétés.
Cette journée du 26 mars de l'année 2000, le commandant du 160e régiment de blindés basé au sud de Grozny l'a passé à boire. C'est l'anniversaire de sa fille qu'il n'a pas revue depuis sa dernière permission. Peu après minuit, il se rend au village de Tanguitchou. Quand ils sont arrivés, je me suis sauvé pour appeler à l'aide. Je sentais bien que ça allait mal se passer. Mais jamais je n'aurais imaginé qu'ils s'en prendraient à mes enfants ou à ma fille. Je me suis enfui. Boudanov est rentré dans la maison avec 2 autres militaires. Il a attrapé ma fille cadette, Khawa. Elle s'est mise à crier « Maman, papa ». Boudanov alors a aperçu mon autre fille, l'aînée. Il a lâché Khawa et il a pris ma fille chérie, Reda, qui avait tout juste 18 ans. Dans le village, c'est la stupeur. Tout le monde connaît le visage de Boudanov. Depuis que son unité s'est établie dans les parages en février, les pillages, les disparitions se multiplient. Il y a peu, sans raison apparente, Boudanov a fait tirer une salve d'artillerie sur Tanguitchou.